Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo lecture commune de la recherche du temps perdu, toujours avec ma liseuse, moi, parce que c'est plus facile pour moi de lire qu'il y a des problèmes de vue, pour lire parfois lorsque c'est pas forcément bien éclairé, et je trouve que c'est plus fluide lorsque je lis sur ma liseuse, c'est plus simple même pour tourner les pages, mais j'ai toujours mon exemplaire là qui est par là, non, qui est là-bas, de la recherche du temps perdu chez Livre de Poche, que je prends toujours comme référentiel, et nous en étions l'autre jour à et la forme terrible et permanente de la cruauté, et comme je vous l'ai dit, cette semaine, nous allons jusqu'à la fin de cette partie de Combray, donc il y a moins de pages à lire cette semaine, vous voyez, j'ai été plus clément, nous allons donc jusqu'à le début de Un amour de Swann. Je commence de suite, et comme je vous l'ai déjà dit également, si vous êtes intéressé pour participer à un épisode spécial où on fait un peu le bilan de cette partie consacrée à Combray, dites-le moi, écrivez-moi, mettez-le en commentaire, écrivez-moi sur mon adresse mail, dites-le moi sur le Discord, dont je vais remettre le lien dans la description de la vidéo. On va organiser ça très rapidement, si certains d'entre vous sont intéressés. Si personne n'est intéressé, je vais le faire tout seul ou on va pas le faire du tout, c'est pas forcément intéressant. Moi ce que j'aime bien c'est l'idée d'échanger avec vous sur ce début de lecture. Allez, je commence. S'il était assez simple d'aller du côté de Méséglise, c'était une autre affaire d'aller du côté de Guermantes, car la promenade était longue et l'on voulait être sûr du temps qu'il ferait. Quand on semblait entrer dans une série de beaux jours, quand Françoise, désespérée qu'il ne tombât une goutte d'eau pour les pauvres récoltes, et ne voyant que de rares nuages blancs nageant à la surface calme et bleue du ciel, s'écriait en gémissant « Ne dirait-on pas qu'on voit ni plus ni moins des chiens de mer qui jouent en montrant là-haut leur museau ? Ah, ils pensent bien à faire pleuvoir pour les pauvres laboureurs. » Et puis, quand les blés seront poussés, alors la pluie se mettra à tomber tout à petit patapon, sans discontinuer, sans plus savoir sur quoi elle tombe que si c'était sur la mer. Quand mon père avait reçu invariablement les mêmes réponses favorables du jardinier et du baromètre, alors on disait au dîner « Demain, s'il fait le même temps, nous irons du côté de Guermantes. » On partit tout de suite après déjeuner par la petite porte du jardin et on tombait dans la rue des Perchamps, étroite et formant un angle aigu, rempli de graminées au milieu desquelles 2 ou 3 guêpes passaient la journée à herboriser, aussi bizarre que son nom d'où me semblait dériver ses particularités curieuses et sa personnalité revêche, et qu'on chercherait en vain dans le Combray d'aujourd'hui, où sur son tracé ancien s'élève l'école. Mais ma rêverie semblable à ces architectes élèves de Viollet-le-Duc qui, croyant retrouver sous un jubé Renaissance et un hôtel du XVIIe siècle les traces d'un chœur roman, remettent tout l'édifice dans l'état où il devait être au XIIe siècle, ne laisse pas une pierre du bâtiment nouveau, reperce et restitue la rue des Perchamps. Elle a d'ailleurs, pour ses reconstitutions, des données plus précises que n'en ont généralement les restaurateurs. Quelques images conservées par ma mémoire, les dernières peut-être qui existent encore actuellement et destinées à être bientôt anéanties, ce qu'était le Combray du temps de mon enfance. Et parce que c'est lui-même qui les a tracées en moi avant de disparaître émouvantes, si on peut comparer un obscur portrait à ces effigies glorieuses dont ma grand-mère aimait à me donner des reproductions, comme ces gravures anciennes de la Seine ou ce tableau de Gentile Bellini dans lesquels l'on voit en un état qui n'existe plus aujourd'hui le chef-d'œuvre des Vinci et le portail de Saint-Marc. Là, c'est très intéressant ce qu'il dit, et ça renvoie d'ailleurs à un ouvrage qui est, en somme, la dernière fois que l'on voit quelque chose, les derniers souvenirs qu'on peut en avoir. Et ça renvoie donc à l'ouvrage de Sophie Galabru dont je vous ai parlé, qui s'appelle Nos dernières fois. Et c'est intéressant, on essaie de s'imaginer comme ça quels sont les derniers souvenirs que nous avons du village de notre enfance, des lieux de notre enfance, et c'est ça qui est évoqué là-dedans, toujours cette idée de mélancolie, de temps, de réflexion sur le temps, sur mais quand est-ce que vraiment j'ai vu ça, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, vous voyez, tout est confus, et c'est vraiment, c'est ça que j'adore dans la recherche du temps perdu, ce petit fil conducteur qu'on a tout au long des pages. On passait rue de l'Oiseau, devant la vieille hôtellerie de l'Oiseau fléchée, dans la grande cour de laquelle entrèrent quelquefois au XVIIe siècle les carrosses des duchesses de Montpensier, de Guermantes et de Montmorency, quand elles avaient à venir à Combray pour quelques contestations avec leurs fermiers pour une question d'hommage. On gagnait le mail entre les arbres duquel apparaissait le clocher de Saint-Hilaire, et j'aurais voulu pouvoir m'asseoir là et rester toute la journée à lire en écoutant les cloches, car il faisait si beau, si tranquille que quand sonnait l'heure, on aurait dit non qu'elle rompait le calme du jour, mais qu'elle le débarrassait de ce qui contenait, et que le clocher, avec l'exactitude indolente et soigneuse d'une personne qui n'a rien d'autre à faire, venait seulement pour exprimer et laisser tomber les quelques doutes d'or que la chaleur y avait lentement et naturellement amassés, de presser au moment venu la plénitude du silence. Le plus grand charme du côté de Guermantes, c'est qu'on y avait presque tout le temps à côté de soi le cours de la Vivonne. On l'a traversé une première fois, 10 minutes après avoir quitté la maison, sur une passerelle dite de Pont-Vieux.
Dès le lendemain de notre arrivée, le jour de Pâques, après le sermon où s'il faisait beau temps, je courais jusque-là, voir dans ce désordre d'un matin de grande fête où quelques préparatifs somptueux font paraître plus sordides les ustensiles de ménage qui traînent encore, la rivière qui se promenait déjà en bleu ciel entre les terres encore noires et nues, accompagnée seulement d'une bande de coucous arrivés trop tôt et de primevères en avance, cependant que ça et là d'une violette au bec bleu faisait réfléchir sa tige sous le poids de la goutte douceur qu'elle tenait dans son cornet. Le pont vieux débouchait dans un sentier de halage qui à cet endroit se tapissait l'idée de feuillage bleu d'un noisetier sous lequel un pêcheur en chapeau de paille avait pris racine. À Combray, où je savais quelle individualité de maréchal ferrant ou de garçon épicier était dissimulée sous l'uniforme du Suisse ou le surplis de l'enfant de cœur, ce pêcheur est la seule personne dont je n'ai jamais découvert l'identité. Il devait connaître mes parents, car il soulevait son chapeau quand nous passions. Je voulais alors demander son nom, mais on me faisait signe de me taire pour ne pas effrayer le poisson. Bon, nous nous engagions dans le sentier de halage qui dominait le courant d'un talus de plusieurs pieds. De l'autre côté, la rive était basse, étendue en vaste pré jusqu'au village et jusqu'à la gare qui en était distante. Ils étaient semés des restes, à demi enfouis dans l'herbe, du château des anciens comtes de Combray qui au Moyen-Âge avait de ce côté le cours de la Vivonne comme défense contre les attaques des sires de Guermantes et des abbés de Martinville. Ce n'était plus que quelques fragments de tours bossuant la prairie, à peine apparents, quelques créneaux d'où jadis l'arbalétrier lançait des pierres, d'où le guetteur surveillait Novepont, Clairefontaine, Martinville-le-Sec, Bayeux-l'Exemple, toutes terres vassales de Guermantes entre lesquelles Combray était enclavé, aujourd'hui au ras de l'herbe, dominé par les enfants de l'école des frères qui venaient à là apprendre leurs leçons ou jouer aux récréations. Passé presque descendu dans la terre, couché au bord de l'eau comme un promeneur qui prend le frais, mais me donnant fort à songer, me faisant ajouter dans le nom de Combray à la petite ville d'aujourd'hui une cité très différente, retenant mes pensées par son visage incompréhensible d'autrefois qu'il cachait à demi sous les boutons d'or. Ils étaient fort nombreux à cet endroit qu'ils avaient choisi pour leur jeu sur l'herbe, isolés, par couple, par troupe, jeunes comme un jaune d'œuf, brillants d'autant plus, me semble-t-il, que, ne pouvant dériver vers aucune velléité de dégustation le plaisir que leur vue me causait, je l'accumulais dans leur surface dorée jusqu'à ce qu'ils devinrent assez puissants pour produire de l'inutile beauté. Et cela dès ma plus petite enfance, quand du sentier de halage, je tendais les bras vers eux sans pouvoir épeler complètement leur joli nom de prince de conte de fées français, venu peut-être il y a bien des siècles d'Asie, mais apatrié pour toujours au village, content du modeste horizon, aimant le soleil et le bord de l'eau, fidèle à la petite vue de la gare, gardant encore pourtant comme certaines de nos vieilles toiles peintes, dans leur simplicité populaire, un poétique éclat d'Orient. Je m'amusais à regarder les carafes que les gamins mettaient dans la Vivonne pour prendre les petits poissons et qui, remplis par la rivière, où elles sont à leur tour encloses, à la fois contenant leurs flancs transparents comme une eau durcie et contenus, plongés dans un plus grand contenant de cristal liquide et courant, évoquaient l'image de la fraîcheur d'une façon plus délicieuse et plus irritante qu'elles n'eussent fait sur une table servie, en ne la montrant qu'en fuite dans cette allitération perpétuelle entre l'eau sans consistance où les mains ne pouvaient la capter et le verre sans fluidité où le palais ne pouvait en jouir. Je me promettais de venir là plus tard avec des lignes. J'obtenais qu'on tirât un peu de pain des provisions du goûter. J'en jetais dans la Vivonne des boulettes qui semblaient suffire pour provoquer un phénomène de sursaturation, car l'eau se solidifiait aussitôt autour d'elle en grappes ovoïdes de têtards inaniciés qu'elle jetait sans doute jusque-là en dissolution invisible, tout près d'être en voie de cristallisation. Bientôt le cours de la Vivonne s'obstrue de plantes d'eau. Il y en a d'abord d'isolés, comme tel nénuphar à qui le courant au travers duquel il était placé d'une façon malheureuse laissait si peu de repos que comme un bac actionné mécaniquement, il n'abordait une rive que pour retourner à celle dont il était venu, refaisant éternellement la double traversée. Poussé vers la rive, son pédoncule se dépliait, s'allongeait, filait, atteignait l'extrême limite de sa tension jusqu'au bord où le courant le reprenait, le vert cordage se repliait sur lui-même, et ramenait la pauvre plante à ce qu'on peut d'autant mieux appeler son point de départ qu'elle n'y restait pas une seconde sans en repartir par une répétition de la même manœuvre. Je la retrouvais de promenade en promenade, toujours dans la même situation, faisant penser à certains neurasthéniques au nombre desquels mon grand-père comptait ma tante Léonie, qui nous offre sans changement au cours des années le spectacle des habitudes bizarres qu'ils se croient chaque fois à la veille de secouer et qu'ils gardent toujours. Pris dans l'engrenage de leur malaise et de leur manie, les efforts dans lesquels ils se débattent inutilement pour en sortir ne font qu'assurer le fonctionnement et faire jouer le déclic de leur diététique étrange, inéluctable et funeste. Tel était ce nénuphar, pareil aussi à quelqu'un de ces malheureux, dont le tourment singulier, qui se répète indéfiniment durant l'éternité, excitait la curiosité de Dante, et dont il se serait fait raconter plus longuement les particularités et la cause par le supplicié lui-même, si Virgile, s'éloignant à grands pas, ne l'avait forcé à se remplir au plus vite, comme moi mes parents.
Mais plus loin, le courant se ralentit. Il traverse une propriété dont l'accès était ouvert au public par celui à qui elle appartenait et qui s'y était conclu à des travaux d'horticulture aquatique, faisant fleurir, dans les petits étangs que forme la Vivonne, de véritables jardins de nymphéas. Comme les rives étaient à cet endroit très boisées, les grandes ombres des arbres donnaient à l'eau un fond qui était habituellement d'un vert sombre, mais que parfois, quand nous retrions par certains soirs rassénérés d'après-midi orageux, j'ai vu d'un bleu clair et cru, tirant sur le violet d'apparence cloisonnée et de goût japonais. Ça et là, à la surface, rougissait comme une fraise une fleur de nymphéa au cœur écarlate, blanc sur les bords. Plus loin, les fleurs plus nombreuses étaient plus pâles, moins lisses, plus grenues, plus plissées, et disposées par le hasard, un enroulement si gracieux qu'on croyait voir flotter à la dérive, comme après l'effeuillement mélancolique d'une fête galante, des roses mousseuses en guirlandes dénouées. Ailleurs, un coin semblait réservé aux espèces communes qui montraient le blanc et le rose propre de la julienne, lavées comme de la porcelaine avec un soin domestique, tandis qu'un peu plus loin, pressées les unes contre les autres en une véritable plate-bande flottante, on eût dit des pensées des jardins qui étaient venus poser comme des papillons, leurs ailes bleuâtres et glacées, sur l'obliquité transparente de ce parterre d'eau. De ce parterre céleste aussi, car il donnait aux fleurs un sol d'une couleur plus précieuse, plus émouvante que la couleur des fleurs elles-mêmes, et soit que pendant l'après-midi il fût étincelé sous les nymphéas, le kaléidoscope d'un bonheur attentif, silencieux et mobile, ou qu'il s'emplit vers le soir, comme quelques ports lointains du rose et de la rêverie du couchant, changeant sans cesse pour rester toujours en accord, autour des corolles de teintes plus fixes, avec ce qu'il y a de plus profond, de plus fugitif, de plus mystérieux, avec ce qu'il y a d'infini. Dans l'heure, il semblait les avoir fleuris en plein ciel. Au sortir de ce parc, la Vivonne redevient courante. Que de fois j'ai désiré imiter, quand je serais libre de vivre à ma guise, un rameur qui, ayant lâché l'aviron, s'était couché à plat sur le dos, la tête en bas, au fond de la barque, et la laissant flotter à la dérive, ne pouvant voir que le ciel qui filait lentement au-dessus de lui, portait sur son visage l'avant-goût du bonheur et de la paix. Nous nous asseyions entre les iris au bord de l'eau. Dans le ciel férié planait longuement un nuage oisif. Par moments oppressés par l'ennui, une carpe se dressait hors de l'eau dans une aspiration anxieuse. C'était l'heure du goûter. Avant de repartir, nous restions longuement à manger des fruits, du pain et du chocolat sur l'herbe où parvenaient jusqu'à nous. Horizontaux, affaiblis, mais denses et métalliques, encore des sons de la cloche de Saint-Hilaire qui ne s'étaient pas mélangés à l'air qu'ils traversaient depuis si longtemps, et côtelés par la palpitation successive de toutes leurs lignes sonores, vibraient en rasant les fleurs à nos pieds. Parfois, au bord de l'eau, entourée de bois, nous rencontrions une maison dite de plaisance, isolée, perdue, qui ne voyait rien du monde que la rivière qui baignait ses pieds. Une jeune femme dont le visage pensif et les voiles élégants n'étaient pas de ce pays et qui sans doute était venue, selon l'expression populaire, s'enterrer là, goûter le plaisir amer de sentir que son nom, le nom de celui dont elle n'avait pu garder le cœur, y était inconnu, s'encadrait dans la fenêtre qui ne lui laissait pas regarder plus loin que la barque amarrée près de la porte. Elle levait distraitement les yeux, en entendant derrière les arbres de la rive la voix des passants, dont avant qu'elle eût aperçu leur visage, elle pouvait être certaine que jamais ils n'avaient connu, ni ne connaîtraient l'infidèle, que rien dans leur passé ne gardait sa marque, que rien dans leur avenir n'aurait l'occasion de la recevoir. On sentait que dans son renoncement, elle avait volontairement quitté des lieux où elle aurait pu du moins apercevoir celui qu'elle aimait, pour ceux-ci que ne l'avait jamais vu. Et je la regardais, revenant de quelques promenades sur un chemin où elle savait qu'il ne passerait pas, ôter de ses mains résignées de longs gants d'une grâce inutile. De longs gants d'une grâce inutile, c'est très beau. Jamais, dans la promenade du côté de Guermantes, nous ne pûmes remonter jusqu'aux sources de la Vivonne, auxquelles j'avais souvent pensé, et qui avaient pour moi une existence si abstraite, si idéale, que j'avais été aussi surpris quand on m'avait dit qu'elle se trouvait dans le département à une certaine distance kilométrique de Combray, que le jour où j'avais appris qu'il y avait un autre point précis de la Terre où s'ouvrait dans l'Antiquité l'entrée des enfers. Jamais non plus nous ne pûmes pousser jusqu'au terme que Justin souhaitait atteindre, jusqu'à Guermantes. Je savais que là résidaient des châtelains, le duc et la duchesse de Guermantes. Je savais qu'ils étaient des personnages réels et actuellement existants, mais chaque fois que je pensais à eux, je me les représentais tantôt en tapisserie, comme était la comtesse de Guermantes dans le couronnement d'Esther de notre église, tantôt de nuances changeantes, comme était Gilbert le Mauvais dans le vitrail où il passait du vert chou au bleu prune, selon que j'étais encore à prendre de l'eau bénite, ou que j'arrivais à nos chaises, tantôt tout à fait impalpable comme l'image de Geneviève de Brabant, ancêtre de la famille de Guermantes, que la lanterne magique promenait sur les rideaux de ma chambre, ou faisait monter au plafond, enfin toujours enveloppé du mystère des temps mérovingiens, et baignant comme dans un coucher de soleil dans la lumière orangée qui émane de cette syllabe « hante ». Mais si, malgré cela, ils étaient pour moi, en tant que duc et duchesse, des êtres réels bien qu'étranges, en revanche leur personne ducale se distinctait démesurément, si matérialisée pour pouvoir contenir en elle ce Guermantes dont ils étaient ducs et duchesses, tout ce côté de Guermantes ensoleillé, le cours de la Vivonne, ses nymphéas et ses grands arbres,
et tant de beaux après-midi. Et je savais qu'il ne portait pas seulement le titre de duc et de duchesse de Guermantes, mais que depuis le XIVe siècle, où, après avoir inutilement essayé de vaincre ses anciens seigneurs, il s'était allié à eux par des mariages, ils étaient comtes de Combray. Les premiers des citoyens de Combray. Par conséquent, et pourtant les seuls qui n'y habitassent pas. Comtes de Combray. Possédant Combray au milieu de leur nom, de leur personne, et sans doute ayant effectivement en eux cette étrange et pieuse tristesse qui était spéciale à Combray. Propriétaire de la ville, mais non d'une maison particulière, demeurant sans doute dehors, dans la rue, entre ciel et terre, comme ce Gilbert de Guermantes, dont je ne voyais aux vitraux de l'abside de Saint-Hilaire que l'envers de lac noir, si je levais la tête, quand j'allais chercher du sel chez Camus. Puis il arriva que, sur le côté de Guermantes, je passais parfois devant de petits enclos, humides, où montaient des grappes de fleurs sombres. Je m'arrêtais, croyant acquérir une notion précieuse, car il me semblait avoir sous les yeux un fragment de cette région fluviatile que je désirais tant connaître depuis que je l'avais vue décrite par un de mes écrivains préférés. Et ce fut avec elle. Avec son sol imaginaire traversé de cours d'eau bouillonnants que Guermantes, changeant d'aspect dans ma pensée, s'identifia quand j'eus entendu le docteur Percepied nous parler des fleurs et des belles eaux vives qu'il y avait dans le parc du château. Je rêvais que madame de Guermantes m'y faisait venir, éprise pour moi d'un soudain caprice. Tout le jour, elle y pêchait la truite avec moi. Et le soir, me tenant par la main, en passant devant les petits jardins de ses vaisseaux, elle me montrait le long des murs bas les fleurs qui y appuient leurs quenouilles violettes et rouges et m'apprenait leurs noms. Elle me faisait lui dire le sujet des poèmes que j'avais l'intention de composer, et ses rêves m'avertissaient, puisque je voulais un jour être un écrivain, il était temps de savoir ce que je comptais écrire. Mais dès que je me le demandais, tâchant de trouver un sujet où je puisse faire tenir une signification philosophique infinie, mon esprit s'arrêtait de fonctionner. Je ne voyais plus que le vide en face de mon attention. Je sentais que je n'avais pas de génie ou peut-être une maladie cérébrale l'empêchait de naître. Parfois, je comptais sur mon père pour arranger cela. Il était si puissant, si en faveur auprès des gens en place, qu'il arrivait à nous faire transgresser les lois que Françoise m'avait appris à considérer comme plus inéluctables que celles de la vie et de la mort. À faire retarder d'un an pour notre maison, seule de tout le quartier, les travaux de ravalement, à obtenir du ministre pour le fils de Mme Sazera, qui voulait aller aux eaux, l'autorisation qu'il passât le baccalauréat 2 mois d'avance dans la série des candidats dont le nom commençait par un A, au lieu d'attendre le tour des S. Si j'étais tombé gravement malade, si j'avais été capturé par des brigands, persuadé que mon père avait trop d'intelligence avec les puissances suprêmes, de trop irrésistibles lettres de recommandation auprès du bon Dieu, pour que ma maladie ou ma captivité puissent être autre chose que de vains simulacres, sans danger pour moi, j'aurais attendu avec calme l'heure inévitable du retour à la bonne réalité, l'heure de la délivrance ou de la guérison. Peut-être cette absence de génie, ce trou noir qui se creusait dans mon esprit quand je cherchais le sujet de mes écrits futurs, n'était-il aussi qu'une illusion sans consistance, et cesserait-elle par l'intervention de mon père qui avait dû convenir avec le gouvernement et avec la providence que je serais le premier écrivain de l'époque. Mais d'autres fois, tandis que mes parents s'impatientaient de me voir rester en arrière et ne pas les suivre, ma vie actuelle, au lieu de me sembler une création artificielle de mon père, et qui pouvait modifier à son gré, m'apparaissait au contraire comme comprise dans une réalité qui n'était pas faite pour moi, contre laquelle il n'y avait pas de recours, au cours de laquelle je n'avais pas d'allié, qui ne cachait rien au-delà d'elle-même. Il me semblait alors que j'existais de la même façon que les autres hommes, que je vieillirais, que je mourrais comme eux, et que parmi eux, j'étais seulement du nombre de ceux qui n'ont pas de disposition pour écrire. Aussi découragé, je renonçais à jamais à la littérature, malgré les encouragements que m'avait donné Bloch. Ce sentiment intime, immédiat, que j'avais du néant de ma pensée, prévalait contre toutes les paroles flatteuses qu'on pouvait me prodiguer, comme chez un méchant dont chacun vante les bonnes actions, les remords de sa conscience. Un jour, ma mère me dit, puisque tu parles toujours de Madame de Guermantes, comme le docteur Percepied l'a très bien soignée il y a 4 ans, elle doit venir à Combray pour assister au mariage de sa fille. Tu pourras l'apercevoir à la cérémonie. C'était du reste par le docteur Percepied que j'avais le plus entendu parler de Madame de Guermantes. Et il nous avait même montré le numéro d'une revue illustrée où elle était représentée dans le costume qu'elle portait à un bal travesti chez la princesse de Léon. Tout d'un coup, pendant la messe de mariage, un mouvement que fit le Suisse en se déplaçant me permit de voir assise dans une chapelle une dame blonde avec un grand nez, des yeux bleus et perçants, une cravate bouffante en soie mauve, lisse, neuve et brillante, et un petit bouton au coin du nez. Et parce que dans la surface de son visage rouge, comme si elle eût très chaud, je distinguais diluées et à peine perceptibles des parcelles d'analogie avec le portrait qu'on m'avait montré. Parce que surtout les traits particuliers que je relevais en elle, si j'essayais de les énoncer, se formulaient précisément dans les mêmes termes. Un grand nez, des yeux bleus dont s'était servi le docteur Percepied quand il avait décrit devant moi la duchesse de Guermantes, je me dis, cette dame ressemble à madame de Guermantes. Or, la chapelle où elle suivait la messe était celle de Gilbert le Mauvais, sous les plates tombes de laquelle
dorés et distendus comme des alvéoles de miel, reposaient les anciens comtes de Brabant, et que je me rappelais être, à ce qu'on m'avait dit, réservé à la famille de Guermantes quand quelqu'un de ses membres venait pour une cérémonie à Combray. Il ne pouvait vraisemblablement y avoir qu'une seule femme ressemblant au portrait de Madame de Guermantes qui fut ce jour-là, jour où elle devait justement venir dans cette chapelle. C'était elle. Ma déception était grande. Elle provenait de ce que je n'avais jamais pris garde quand je pensais à Madame de Guermantes, que je me la représentais avec les couleurs d'une tapisserie ou d'un vitrail, dans un autre siècle, d'une autre matière que le reste des personnes vivantes. Jamais, mais jamais je ne m'étais avisé qu'elle pouvait avoir une figure rouge, une cravate mauve comme Madame Sazera, et l'ovale de ses joues me fit tellement souvenir de personnes que j'avais vues à la maison, que le m'effleura pour se dissiper d'ailleurs aussitôt après que cette dame, en son principe générateur, en toutes ses molécules, n'était peut-être pas substantiellement la duchesse de Guermantes, mais que son corps, ignorant de nom qu'on lui appliquait, appartenait à un certain type féminin, qui comprenait aussi des femmes de médecins et de commerçants. C'est cela, ce n'est que cela. Madame de Guermantes, disait la mine attentive et étonnée avec laquelle je contemplais cette image, qui naturellement n'avait aucun rapport avec celle qui, sous le nom de Madame de Guermantes, était apparue tant de fois dans mes songes, puisque elle n'avait pas été comme les autres arbitrairement formée par moi, mais qu'elle m'avait sauté aux yeux pour la première fois, il y a un moment seulement, dans l'église. Qui n'était pas de la même nature, n'était pas colorable à volonté comme elle, qui se laissait imbiber de la teinte orangée d'une syllabe, mais était si réelle que tout, jusqu'à ce petit bouton qui s'enflammait au coin du nez, certifiait son agitissement aux lois de la vie, comme d'une apothéose de théâtre, un glissement de la robe de la fée, un tremblement de son petit doigt dénonce la présence matérielle d'une actrice vivante, là où nous étions incertains, si nous n'avions pas devant les yeux une simple projection lumineuse. Mais en même temps, sur image que le nez proémittant des yeux perçants, épinglé dans ma vision, peut-être parce que c'était eux qui l'avaient d'abord atteinte, qui y avaient fait la première approche, au moment où je n'avais pas encore le temps de songer que la femme qui apparaissait devant moi pouvait être Madame de Guermantes. Sur cette image toute récente, inchangeable, j'essayais d'appliquer l'idée. C'est Madame de Guermantes. Parvenir qu'à la faire en face de l'image, comme deux disques séparés par un intervalle. Mais cette Madame de Guermantes, à laquelle j'avais si souvent rêvé, maintenant que je voyais qu'elle existait effectivement en dehors de moi, en prit plus de puissance encore sur mon imagination, qui, au moment paralysé, au contact d'une réalité si différente de ce qu'elle attendait, se mit à réagir et à me dire « Glorieux, dès avant Charlemagne, les Guermantes avaient le droit de vie et de mort sur les vassaux. La duchesse de Guermantes descend de Geneviève de Brabant. Elle ne connaît ni ne consentirait à connaître aucune des personnes qui sont ici. Et, aux merveilleuses indépendances des regards humains, retenus au visage par une corde si lâche, si longue, si extensible, qui peuvent se promener seuls loin de lui pendant que Madame Guermantes était assise dans la chapelle, au-dessus des tombes de ses morts. Ses regards flânaient çà et là, montaient le long des piliers, s'arrêtaient même sur moi comme un rayon de soleil errant dans la nef, mais un rayon de soleil qui, au moment où je reçus sa caresse, me sembla conscient. Quant à Madame de Guermantes elle-même, comme elle restait immobile, assise, comme une mère qui semblait ne pas voir les audaces espiègles et les entreprises indiscrètes de ses enfants qui jouent et interpellent des personnes qu'elle ne connaît pas, il me fut impossible de savoir si elle approuvait ou blâmait dans le désœuvrement de mon âme le vagabondage de ses regards. Je trouvais important qu'elle ne partît pas avant que je pus la regarder suffisamment. Car je me rappelais que depuis des années je considérais sa vue comme éminemment désirable, et je ne détachais pas mes yeux d'elle, comme si chacun de mes regards eût pu matériellement emporter et mettre en réserve en moi le souvenir du nez proéminent, des joues rouges, de toutes ces particularités qui me semblaient autant de renseignements précieux, authentiques et singuliers sur son visage. Maintenant que me le faisaient trouver tout beau toutes les pensées que j'y rapportais, et peut-être surtout, forme de l'instinct de conservation des meilleures parties de nous-mêmes, ce désir qu'on a toujours de ne pas avoir été déçu, la replaçant, puisque c'était une seule personne, qu'elle et cette duchesse de Guermantes que j'avais évoquée jusque-là, hors du reste de l'humanité dans laquelle la vue pure et simple de son corps me l'avait fait un instant confort, je m'irritais en entendant dire autour de moi « Elle est mieux que Madame Sazeret, que Madame Vinteuil, comme si elle eût été comparable ». Et mes regards s'arrêtant à ses cheveux blonds, à ses yeux bleus, à la tache de son cou, et omettant les traits qui eussent pu me rappeler d'autres visages, je m'écriai devant ce croquis volontairement incomplet « Qu'elle est belle! Quelle noblesse ! Comme c'est bien une fière Guermantes, la descendante de Geneviève de Brabant que j'ai devant moi, et l'attention avec laquelle j'éclairais son visage l'isolait tellement qu'aujourd'hui, si je repense à cette cérémonie, il m'est impossible de revoir une seule des personnes qui assistaient sauf elle, et le Suisse qui répondit affirmativement quand je lui demandai si cette dame était bien Madame de Guermantes. Mais elle, je la revois, surtout au moment du défilé dans la sacristie qu'éclairait le soleil intermittent et chaud de visage et d'orage, et dans laquelle Madame de Guermantes se trouvait au milieu de tous ces gens de Combray dont elle ne savait même pas les noms, mais dont l'infériorité proclamait trop sa suprématie pour qu'elle ne ressentît pas pour eux une sincère bienveillance, et auquel du reste elle espérait imposer davantage à corps à force de bonne grâce et de simplicité. Aussi, ne pouvant émettre ses regards volontaires,
chargé d'une signification précise, qu'on adresse à quelqu'un qu'on connaît. Mais seulement laisser ses pensées distraites s'échapper incessamment devant elle en un flot de lumière bleue qu'elle ne pouvait contenir, elle ne voulait pas qu'il pût gêner, paraître dédaigner ces petites gens qu'il rencontrait au passage, qui l'atteignaient à tout moment. Je revois encore, au-dessus de sa cravate mauve, soyeuse et gonflée, le doux étonnement de ses yeux auxquels elle avait ajouté sans oser le destiner à personne, mais pour que tous puissent en prendre leur part, un sourire un peu timide de suzeraine qui a l'air de s'excuser auprès de ses vassaux et de les aimer. Ce sourire tomba sur moi, qui ne le quittait pas des yeux. Alors, me rappelant ce regard qu'elle avait laissé s'arrêter sur moi pendant la messe, bleu comme un rayon de soleil qui aurait traversé le vitrail de Gilbert le Mauvais, je me dis, mais sans doute elle fait attention à moi. Je crus que je lui plaisais, qu'elle penserait encore à moi quand elle aurait quitté l'église, qu'à cause de moi elle serait peut-être triste le soir à Guermantes. Et aussitôt je l'aimais, car s'il peut quelquefois suffire pour que nous aimions une femme qu'elle nous regarde avec mépris, comme j'avais cru qu'avait fait mademoiselle Swann et que nous pensions qu'elle ne pourra jamais nous appartenir, quelquefois aussi il peut suffire qu'elle nous regarde avec bonté comme faisait madame de Guermantes et que nous pensions qu'elle pourra nous appartenir. Ses yeux bleuissaient comme une pervenche impossible à cueillir et que pourtant elle m'eût dédiée. Et le soleil, menacé par un nuage, mais dardant encore de toute sa force sur la place et dans la sacristie, donnait une carnation de géranium au tapis rouge qu'on y avait étendu par terre pour la solennité et sur laquelle s'avançait en souriant madame de Guermantes, et ajoutait à leur lainage un velouté rose, un épiderme de lumière, cette sorte de tendresse, de sérieuse douceur dans la pompe et dans la joie qui caractérisait certaines pages de Lohengrin, certaines peintures de Carpaccio, et qui font comprendre que Baudelaire ait pu appliquer au son de la trompette l'épithète de délicieux. Combien, depuis ce jour, dans mes promenades du côté de Guermantes, il me parut plus affligeant encore qu'auparavant de n'avoir pas de disposition pour les lettres et de devoir renoncer à être jamais un écrivain célèbre. Les regrets que j'en éprouvais, tandis que je restais seul, arrivé un peu à l'écart, me faisaient tant souffrir que pour ne plus les ressentir, de lui-même par une sorte d'inhibition devant la douleur, mon esprit s'arrêtait entièrement de penser au vers, au roman, à un avenir poétique sur lequel mon manque de talent m'interdisait de compter. Alors, bien en dehors de toutes ces préoccupations littéraires et ne s'y rattachant en rien, tout d'un coup un toit, un reflet de soleil, sur une pierre, l'odeur d'un chemin me faisait arrêter par un plaisir particulier qu'ils me donnaient, et aussi parce qu'ils avaient l'air de cacher au-delà de ce que je voyais, quelque chose qu'ils invitaient à venir prendre et que malgré mes efforts je n'arrivais pas à découvrir. Comme je sentais que cela se trouvait en eux, je restais là, immobile, à regarder, à respirer, attaché d'aller avec ma pensée au-delà de l'image ou de l'odeur. Et s'il me fallait rattraper mon grand-père pour suivre ma route, je cherchais à les retrouver, en fermant les yeux. Je m'attachais à me rappeler exactement la ligne du toit, la nuance de la pierre qui, sans que je puisse comprendre pourquoi, m'avait semblé pleine, prête à s'entr'ouvrir, à me livrer ce dont elle n'était qu'un couvercle. Certes, ce n'étaient pas des impressions de ce genre qui pouvaient me rendre l'espérance que j'avais perdue de pouvoir être un jour écrivain et poète, car elles étaient toujours liées à un objet particulier dépourvu de valeur intellectuelle et ne se rapportant à aucune vérité abstraite. Mais du moins, elles me donnaient un plaisir irraisonné, l'illusion d'une sorte de fécondité, et par là me distrayer de l'ennui, du sentiment de mon impuissance que j'avais éprouvé chaque fois que j'avais cherché un sujet philosophique pour une grande œuvre littéraire. Le devoir de conscience était si ardu que m'imposer ces impressions de forme, de parfum ou de couleur, de tâcher d'apercevoir ce qui se cachait derrière elles, que je ne tardais pas à me chercher à moi-même des excuses qui me permissent de me dérober à ces efforts et de m'épargner cette fatigue. Par bonheur, mes parents m'appelaient. Je sentais que je n'avais pas présentement la tranquillité nécessaire pour poursuivre utilement ma recherche, et qu'il valait mieux n'y plus penser jusqu'à ce que je fusse rentré, et ne pas me fatiguer d'avance sans résultat. Alors je ne m'occupais plus de cette chose inconnue qui s'enveloppait d'une forme ou d'un parfum, bien tranquille puisque je la ramenais à la maison, protégée par le revêtement d'images sous lesquelles je la trouvais vivante comme les poissons que les jours on m'avait laissé aller à la pêche, je rapportais dans mon panier couvert par une couche d'herbe qui préservait leur fraîcheur. Une fois à la maison, je songeais à autre chose, et ainsi s'entassaient dans mon esprit, comme dans ma chambre, les fleurs que j'avais cueillies dans mes promenades ou les objets qu'on m'avait donnés, une pierre où jouait un reflet, un toit, un son de cloche, une odeur de feuilles, bien des images différentes sous lesquelles il y a longtemps qu'est morte la réalité pressentie, que je n'ai pas eu assez de volonté pour arriver à découvrir. Une fois pourtant, où notre promenade s'étant prolongée fort au-delà de sa durée habituelle, nous avions été bien heureux de rencontrer à mi-chemin du retour, comme l'après-midi finissait, le docteur Percepied, qui passait en voiture, à bride abattue, nous avait reconnus et fait monter avec lui. J'eus une impression de ce genre et ne l'abandonnai pas sans un peu l'approfondir. On m'avait fait monter près du clocher, nous allions comme le veut, parce que le docteur avait encore avant de rentrer à Combray à s'arrêter à Martainville-le-Sec, chez un malade à la porte duquel il avait été convenu que nous l'attendrions. Au tournant d'un chemin, j'éprouvai tout à coup ce plaisir spécial, qui ne ressemblait à aucun autre, à apercevoir les 2 clochers de Martainville, sur lesquels donnait le soleil couchant et que le mouvement de notre voiture et les lacets du chemin avaient l'air de faire changer de place,
puis celui de Vieux-Vic, qui, séparé d'eux par une colline et une vallée, et situé sur un plateau plus élevé dans le lointain, semblait pourtant tout voisin d'eux. En notant la forme de leurs flèches, le déplacement de leurs lignes, l'ensoleillement de leur surface, je sentais que je n'allais pas au bout de mon impression, que quelque chose était derrière ce mouvement, derrière cette clarté, quelque chose qu'il semblait contenir et dérober à la fois. Les clochers paraissaient si éloignés et nous avons l'air de si peu nous rapprocher d'eux que je fus étonné. Quand, quelques instants après, nous nous arrêtâmes devant l'église de Martinville. Je ne savais pas la raison du plaisir que j'avais eu à les apercevoir à l'horizon, et l'obligation de chercher à découvrir cette raison me semblait bien pénible. J'avais envie de regarder en réserve dans ma tête ces lignes remuantes au soleil et de n'y plus penser maintenant. Et il est probable que si je l'avais fait, les deux clochers seraient allés à jamais rejoindre tant d'arbres, de toits, de parfums, de sons, que j'avais distingués des autres à cause de ce plaisir obscur qu'ils m'avaient procuré et que je n'ai jamais approfondi. Je descendis causer avec mes parents en attendant le docteur. Puis nous repartîmes, je repris ma place sur le siège, je tournai la tête pour voir encore les clochers qu'un peu plus tard j'aperçus une dernière fois au tournant d'un chemin. Le clocher, qui ne semblait pas disposé à causer, ayant à peine répondu à mes propos, force me fut, faute d'être compagnie, de me rabattre sur celle de moi-même et d'essayer de me rappeler mes clochers. Bientôt leurs lignes et leurs surfaces ensoleillées, comme si elles avaient été une sorte d'écorce, se déchirèrent. Un peu de ce qui m'était caché en elles m'apparut. J'eus une pensée qui n'existait pas pour moi l'instant avant, qui se formula en mots dans ma tête, et le plaisir que m'avait fait tout à l'heure éprouver leur vue s'en trouva tellement accru que, pris d'une sorte d'ivresse, je ne pus plus penser à autre chose. À ce moment, et comme nous étions déjà loin de Martinville en tournant la tête, je les aperçus de nouveau, tout noirs cette fois, car le soleil était déjà couché. Par moments, les tournants du chemin me les dérobaient, puis ils se montrèrent une dernière fois, et enfin je ne les vis plus. Sans me dire que ce qui était caché derrière les clochers de Martinville devait être quelque chose d'analogue à une jolie phrase, puisque c'était sous la forme de mots qui me faisaient plaisir que cela m'était apparu, demandant un crayon et du papier au docteur, je composai malgré les chaos de la voiture pour soulager ma conscience et obéir à mon enthousiasme, le petit morceau suivant que je retraçais depuis et auquel je n'ai eu à faire subir que peu de changements. Seul, s'élevant du niveau de la plaine et comme perdu en race campagne, montaient vers le ciel les deux clochers de Martinville. Bientôt nous en vîmes trois. Venant se placer en face d'eux par une volte hardie, un clocher retardataire, celui de Vieux-Vic, les avait rejoints. Les minutes passées, nous allions vite, et pourtant les trois clochers étaient toujours au loin devant nous, comme trois oiseaux posés sur la plaine, immobiles et qu'on distingue au soleil. Puis le clocher de Vieux-Vic s'écarta, prit ses distances, et les clochers de Martinville restèrent seuls, éclairés par la lumière du couchant que même à cette distance, sur leur pente, je voyais jouer et sourire. Nous avions été si loin à nous rapprocher d'eux que je pensais au temps qu'il faudrait encore pour les atteindre quand, tout d'un coup, la voiture ayant tourné, elle nous déposa à leurs pieds. Et ils s'étaient jetés si rudement au-dessous d'elle qu'on n'eut que le temps d'arrêter pour ne pas se heurter au porche. Nous poursuivons notre route. Nous avions déjà quitté Martinville depuis un peu de temps, et le village, après nous avoir accompagnés quelques secondes, avait disparu, que seul restait à l'horizon à nous regarder fuir, ces clochers et celui de Vieux-Vic agitaient encore en signe d'adieu leurs cimes ensoleillées. Parfois l'un s'effaçait pour que les deux autres puissent nous apercevoir un instant encore. Mais la route changea de direction. Ils virèrent dans la lumière comme trois pivots d'or et disparurent à mes yeux. Mais un peu plus tard, comme nous étions déjà près de Combray, le soleil étant maintenant couché, je les aperçus une dernière fois de très loin qui n'étaient plus que comme trois fleurs peintes sur le ciel au-dessus de la ligne basse des champs. Ils me faisaient penser aussi aux trois jeunes filles d'une légende abandonnées dans une solitude où tombait déjà l'obscurité. Et tandis que nous nous éloignions au galop, je les vis timidement chercher leur chemin, et après quelques gauches trébuchements de leur noble silhouette, se serrer les uns contre les autres, glisser l'un derrière l'autre, ne plus faire sur le ciel encore rose qu'une seule forme noire, charmante et résignée, et s'effacer dans la nuit. Je ne repensais jamais à cette page, mais là c'est quelque chose qu'il a écrit à ce moment-là, qu'il vient d'écrire de ce qu'il a décrit de l'époque, c'est-à-dire qu'il écrit un texte dans sa narration, c'est lui enfant qui avait écrit ça, ce qui vient de se passer depuis quelques pages là. Et là, il reprend la parole, le narrateur. Je ne repensais jamais à cette page, mais à ce moment-là, quand au coin du siège où le cocher du docteur plaçait habituellement dans un panier les volailles qu'il avait achetées au marché de Martinville, j'eus fini de l'écrire, je me trouvais si heureux, je sentais qu'elle m'avait si parfaitement débarrassé de ces clochers et de ce qu'ils cachaient derrière eux que, comme si j'avais été moi-même une poule et si je venais de pondre un œuf, je me mis à chanter à tue-tête. Pendant toute la journée, dans ces promenades, j'avais pu rêver au plaisir que ce serait d'être l'ami de la duchesse de Guermantes. Bah oui, rien que ça. De pêcher la truite, de me promener en barque sur la Vivonne, et, à vide de bonheur, de demander en ces moments-là rien d'autre à la vie que de se composer toujours d'une suite d'heureux après-midi. Mais quand sur le chemin du retour, j'avais aperçu sur la gauche une ferme assez distante des deux autres qui étaient au contraire très rapprochées, et à partir de laquelle, pour entrer dans Combray, il n'y avait plus qu'à prendre une allée de chênes bordée d'un côté de près d'appartements chacun, un petit clos et planté à intervalles égaux de pommiers qui y portaient
Quand ils étaient éclairés par le soleil couchant, le destin japonais de leurs ombres, brusquement, mon cœur se mettait à battre. Je savais qu'avant une demi-heure, nous serions rentrés, et que, comme c'était de règle, les jours où nous étions allés du côté de Guermantes et où le dîner était servi plus tard, on m'enverrait me coucher, sitôt ma soupe prise, de sorte que ma mère, retenue à la table comme s'il y avait du monde à dîner, ne montrait pas me dire bonsoir dans mon lit. La zone de tristesse où je venais d'entrer était aussi distincte de la zone où je m'élançais avec joie. Il y avait un moment encore que dans certains ciels, une bande rose est séparée comme une bande ligne d'une bande verte ou d'une bande noire. On voit un oiseau voler dans la rose. Il va en atteindre la fin, il touche presque au noir, puis y est entré. Les désirs qui tout à l'heure m'entouraient d'aller à Guermantes, de voyager, d'être heureux, j'étais maintenant tellement en dehors d'eux que leur accomplissement ne m'eût fait aucun plaisir. Comme j'aurais donné tout cela pour pouvoir pleurer toute la nuit dans les bras de maman. Je frissonnais, je ne détachais pas mes yeux angoissés du visage de ma mère qui n'apparaîtrait pas ce soir dans la chambre où je me voyais déjà par la pensée, j'aurais voulu mourir. Et cet état durerait jusqu'au lendemain quand les rayons du matin, appuyant comme le jardinier leurs barreaux au mur revêtu de capucines qui grimpaient jusqu'à ma fenêtre, je sauterais à bas du lit pour descendre vite au jardin sans plus me rappeler que le soir ramenait jamais l'heure de quitter ma mère. Et de la sorte que c'est du côté de Guermantes que j'ai appris à distinguer ces états qui se succèdent en moi pendant certaines périodes et vont jusqu'à se partager chaque journée, l'un revenant chasser l'autre avec la ponctualité de la fièvre, contigus mais si extérieurs l'un à l'autre, si dépourvus de moyens de communication entre eux, que je ne puis plus comprendre, plus même me représenter dans l'un ce que j'ai désiré ou redouté ou accompli dans l'autre. Aussi le côté de Méséglise et le côté de Guermantes restent-ils pour moi liés à bien des petits événements de celles de toutes les diverses vies que nous menons parallèlement et qui est la plus pleine des péripéties, la plus riche en périodes, je veux dire la vie intellectuelle. Sans doute elle progresse, et les vérités qui en ont changé pour nous le sens et l'aspect, qui nous ont ouvert de nouveaux chemins, nous en préparions depuis longtemps la découverte, mais c'était sans le savoir. Elles ne datent pour nous que du jour de la minute où elles nous sont devenues visibles. Les fleurs qui jouaient alors sur l'herbe, l'eau qui passait au soleil, tout le paysage qui environna leur apparition comme a accompagné leur souvenir de son visage inconscient ou distrait. Et certes, quand ils étaient longuement contemplés par cet humble passant, par cet enfant qui rêvait, comme l'est un roi par un mémorialiste perdu dans la foule, ce coin de nature, ce bout de jardin n'eût pu penser que ce serait grâce à lui qu'il serait appelé survivre, en leurs particularités les plus éphémères. Et pourtant, ce parfum d'aubépine qui butine le long de la haie où les églantiers le remplaceront bientôt, un bruit de pas sans écho sur le gravier d'une allée, une bulle formée contre une plante aquatique par l'eau de la rivière et qui aussitôt mon exaltation les a portés et a réussi à leur faire traverser tant d'années successives, tandis qu'alentour les chemins se sont effacés et que sont morts ceux qui les foulèrent et le souvenir de ceux qui les foulèrent. Parfois ce morceau de paysage, amené ainsi jusqu'à aujourd'hui, se détache si isolé de tout qu'il flotte incertain dans ma pensée comme une déloce sans que je puisse dire de quel pays, de quel temps, peut-être tout simplement de quel rêve il vient. Mais c'est surtout comme à des gisements profonds de mon sol mental, comme aux terrains résistants sur lesquels je m'appuie encore, que je dois penser aux côtés de Méséglise et aux côtés de Guermantes. C'est parce que je croyais aux choses, aux êtres, tandis que je les parcourais, que les choses, les êtres qu'ils m'ont fait connaître sont les seuls que je prenne encore au sérieux et qui me donnent encore de la joie. Seul que la foi qui crée soit tarie en moi, soit que la réalité ne se forme que la mémoire, les fleurs qu'on me montre aujourd'hui pour la première fois ne me semblent pas de vraies fleurs. Le côté de Méséglise avec ses lilas, ses aubépines, ses bleuets, ses coquelicots, ses pommiers, le côté de Guermantes avec sa rivière à tétard, ses nymphéas et ses boutons d'or ont constitué à tout jamais pour moi la figure des pays où j'aimerais vivre, où j'exige avant tout qu'on puisse aller à la pêche, se promener en canot, voir des ruines de fortifications gothiques et trouver au milieu des blés, ainsi qu'était Saint-André-des-Champs, une église monumentale, rustique et dorée comme une meule. Et les bleuets, les aubépines, les pommiers qu'il m'arrive quand je voyage de rencontrer encore dans les champs parce qu'ils sont situés à la même profondeur au niveau de mon passé, sont immédiatement en communication avec mon cœur. Et pourtant, parce qu'il y a quelque chose d'individuel dans les yeux, dans les lieux, que me saisit le désir de revoir le côté de Guermantes, on ne le satisferait pas en me menant au bord d'une rivière où il y aurait d'aussi beaux, de plus beaux nymphéas que dans la Vivonne. Pas plus que le soir en rentrant, à l'heure où s'éveille en moi cette angoisse qui plus tard émigre dans l'amour et peut devenir à jamais inséparable de lui, je n'aurais souhaité que vers me dire bonsoir une mère plus belle et plus intelligente que la mienne. Non. De même que ce qu'il me fallait pour que je puisse heureux avec cette paix sans trouble qu'aucune maîtresse n'a pu me donner depuis, puisqu'on doute d'elle encore au moment où on croit en elle, et qu'on ne possède jamais leur cœur comme je recevais dans un baiser celui de ma mère, tout entier, sans la réserve d'une arrière-pensée, sans le reliquat d'une intention qui ne fut pas pour moi,
c'est que ce fut elle, c'est qu'elle inclina vers moi ce visage où il y avait au-dessous de l'œil quelque chose qui était, paraît-il, un défaut, et que j'aimais à l'égal du reste, de même que ce que je veux revoir, c'est le côté de Guermantes, que j'ai connu, avec la ferme, qui est peu éloignée des deux suivantes, serrées l'une contre l'autre, à l'entrée de l'allée des chênes. Ce sont ces prairies où, quand le soleil les rend réfléchissantes comme une mare, se dessinent les feuilles des pommiers. C'est ce paysage dont parfois, la nuit, dans mes rêves, l'individualité m'étreint avec une puissance presque fantastique et que je ne peux plus retrouver au réveil. Sans doute, pour avoir à jamais indissolublement uni en moi les impressions différentes, rien que parce qu'elles me les avaient fait éprouver en même temps, le côté de Méséglise ou le côté de Guermantes m'ont exposé pour l'avenir à bien des déceptions et même à bien des fautes. Car souvent, j'ai voulu revoir une personne, sans discerner que c'était simplement parce qu'elle me rappelait une haie d'aubépine. Et j'ai été induit à croire, à faire croire à un regain d'affection par un simple désir de voyage, mais par là même aussi, et en restant présent en celle de mes impressions d'aujourd'hui auxquelles ils peuvent se rester, il leur donne des assises, de la profondeur, une dimension de plus qu'aux autres. Il leur ajoute aussi un charme, une signification qui n'est que pour moi. Quand, par les soirs d'été, le ciel harmonieux gronde comme une bête fauve et que chacun boude l'orage, c'est aux côtés de mes églises que je dois de rester seul, en extase, à respirer, à travers le bruit de la pluie qui tombe, l'odeur d'invisible et persistant lilas. C'est magnifique tout ça. Comme il dit, quand il se souvient à tout jamais de ses souvenirs d'enfance, ils sont restés à tout jamais dans leur cœur et il n'arrive pas à les oublier. Et même quand il en revoit, c'est à ça qu'il pense. C'est vraiment ces premiers instants, ces souvenirs d'enfance qui lui resteront à jamais en tête. Alors on a 3 petites étoiles, et on continue. Parce que là, on sent que les songeries de l'enfance sont vraiment passées. C'est ainsi que je restais souvent jusqu'au matin. Là, on revoit le narrateur adulte, en tout cas le narrateur tel qu'on l'avait au début. C'est ainsi que je restais souvent jusqu'au matin à songer au temps de Combray, à mes tristes soirées sans sommeil, à tant de jours aussi dont l'image m'avait été plus récemment rendue par la saveur, ce qu'on aurait appelé à Combray le parfum d'une tasse de thé, et par association de souvenirs à ce que, bien des années après avoir quitté cette petite ville, j'avais appris au sujet de l'amour que Swann avait eu avant ma naissance, avec cette précision dans les détails plus faciles à obtenir quelquefois pour la vie de personnes mortes il y a des siècles que pour celle de nos meilleurs amis, et qui semble impossible comme semblait impossible de causer d'une ville à une autre tant qu'on ignore le biais par lequel cette impossibilité a été tournée. Là c'est important parce que c'est une transition avec ce qui se passait. Donc il restait chose à songer à ce parfum d'une tasse de thé, et par association de souvenirs, à ce que bien des années après avoir quitté cette petite ville, j'avais appris au sujet de l'amour. Vous voyez, c'est vraiment ces associations d'idées, de souvenirs qui lui font ensuite traverser les époques. Tous ces souvenirs ajoutés les uns aux autres ne formaient plus qu'une masse, mais non sans qu'on ne pût distinguer entre eux, entre les plus anciens et ceux plus récents, nés d'un parfum, puis ceux qui n'étaient que les souvenirs d'une autre personne de qui je les avais appris, sinon des fissures, des failles véritables, du moins ces veinures, ces bigarrures de coloration, qui dans certaines roches, dans certains marbres, révèlent des différences d'origine, d'âge, de formation. Il compare la mémoire à une roche qui aurait plusieurs couches comme ça de mémoire et plusieurs couches d'âge où on voit plusieurs époques sur une roche, sur une pierre. Et il compare la mémoire humaine à ça. Je trouve ça très intéressant. Certes, quand on approchait le matin, il y avait bien longtemps qu'était dissipée la brève incertitude de mon réveil. Je savais dans quelle chambre je me trouvais effectivement, je l'avais reconstruite autour de moi dans l'obscurité, et soit en m'orientant par la seule mémoire, soit en m'aidant comme indication d'une faible lueur aperçue au pied de laquelle je plaçais les rideaux de la croisée, je l'avais reconstruite tout entière et meublée comme un architecte et un tapissier qui gardent leur ouverture primitive aux fenêtres et aux portes. J'avais reposé les glaces et remis la commode à sa place habituelle. Mais à peine le jour, et non plus le reflet d'une dernière braise sur une tringle de cuivre que j'avais pris pour lui, traçait-il dans l'obscurité, et comme à la craie, sa première raie blanche et rectificative, que la fenêtre avec ses rideaux quittait le cadre de la porte où je l'avais située par erreur, tandis que pour lui faire place, le bureau que ma mémoire avait maladroitement installé, là, se sauvait à toute vitesse, poussant devant lui la cheminée et écartant le mur mitoyen du couloir. Ça me l'a déjà fait. Lorsque je me réveille, vous voyez, dans cet état-là, vous vous réveillez et vous avez l'impression d'être peut-être dans un autre endroit, et vous vous levez et dites « Ah mince, là c'est là et tout ». Il le décrit de manière très très bien, mais c'est rassurant parfois de voir décrit chez Proust des choses qu'on vit et qu'on se dit « Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Une courette régnait à l'endroit où il y a un instant encore s'étendait le cabinet de toilette, et la demeure que j'avais rebâtie dans les ténèbres était allée rejoindre les demeures entrevues dans le tourbillon du réveil, mise en fuite par ce pâle signe qu'avait tracé au-dessus des rideaux le doigt levé du jour. Fin de la première partie, donc partie consacrée à Combray, et là on va traverser une autre époque parce qu'on va raconter l'histoire de Namur de Swann. Donc on est à la page, chez Livre de Poche, toujours 331, et on va essayer d'aller jusqu'à la page 381,
On va voir jusqu'où ça va nous amener. Si on va voir quelque chose qui peut être une sorte d'étape, c'est toujours compliqué chez Proust, parce que comme vous le savez, il n'y a pas de paragraphe assez compliqué. Je vois rien d'intéressant. Alors, page 381. Bon, on va aller jusqu'à la page 383. Voilà, on a lu un peu moins cette semaine, donc on aura un peu plus à lire la semaine prochaine. Qui commence par une seconde visite qui lui fit eut plus d'importance peut-être, et qui finit par qui n'y avez-vous point oublié aussi votre cœur, je ne vous aurais pas laissé le reprendre. Vous voyez, c'est là. Donc, je vous laisse imprimer la chose. Donc on termine la semaine prochaine, page 383, par cette phrase que n'y avez-vous oublié aussi votre cœur, je ne vous aurais pas laissé le reprendre. On se retrouve la semaine prochaine. À très très vite. Merci encore pour tous ceux qui suivent ces lectures chaque semaine. C'est un pari fou qu'on s'est lancé de lire toute la recherche. Mais on s'y tient. Vous voyez, on a déjà fini la première partie du premier livre. Voilà. Plus rien ne va nous arrêter maintenant. On est parti vers l'autoroute du temps perdu. Allez, à bientôt, bonne journée, lisez des livres, et pas seulement du Marcel Proust. Au revoir.